sur Africly, le podcast totalement dédié aux littératures d'Afrique et des diasporas. Aujourd'hui, c'est le 3e épisode de la série RDC Capitale d'Afrique consacrée aux littératures congolaises. Et je me réjouis de vous présenter un classique de la littérature congolaise contemporaine, Congo INC, le testament de Bismarck, de l'auteur Nkoli Jean Bofan. Je rappelle que ce roman est le 2e roman de l'auteur Jean Bofan et ce roman a reçu une avalanche de prix. Ce roman a reçu au total 5 prix. Je rappelle quelques prix. Le grand prix du roman métis en 2014, le prestigieux prix des 5 continents de la francophonie en 2015 et en 2015 également les prix des bibliothèques de la ville de Bruxelles. Alors ce roman est absolument magnifique. C'est une fresque qui décrit la situation de la République démocratique du Congo contemporaine, c'est-à-dire un pays richissime en termes de matières premières et en même temps totalement gangréné de l'intérieur par la violence des conflits armés et par toutes les convoitises internationales. Alors, oui, ce roman est vraiment captivant et passionnant à lire, mais néanmoins, il y a eu des passages où justement on parle de ces conflits armés, il y a eu des passages très difficiles, notamment les massacres dans les villages et notamment le sort réservé aux femmes dans ces conflits, c'est-à-dire le viol, et tout y est décrit dans le détail dans ce texte. Donc ça, c'est le passage un peu compliqué, donc il vaut mieux être prévenu. Mais néanmoins, ce qui est génial dans ce texte, c'est l'omniprésence de l'humour. Oui, dans ce texte, on rit beaucoup. Et maintenant, je vais vous faire un petit résumé de ce roman. Alors, dans ce roman, on va suivre Isokanga, un jeune pygmée Ekonda. Un jour, dans son village natal, une délégation officielle venue de Kinshasa avec les autorités débarque et il débarque pour une cérémonie officielle. Et cette délégation était accompagnée d'une chercheuse et cette chercheuse avait un ordinateur. Et Isokanga va dérober cet ordinateur. Et dès qu'il va ouvrir cet ordinateur, un monde va s'ouvrir à lui. Il va d'abord découvrir les jeux vidéo qu'il va adorer. Il va en être passionné. Il va découvrir Internet et la mondialisation. Et à partir de là, il aura plus qu'une seule obsession, c'est gagner Kinshasa pour faire des affaires. Mais son oncle voit ça d'un très mauvais œil. Son oncle, c'est le chef du village. Il est vraiment pas très content de voir son neveu se détourner des traditions. D'autant plus que Isokanga est destiné à être le futur chef du village pour remplacer son oncle. Mais Isokanga n'entend rien de tout ça et il part à Kinshasa et il débarque. Et comme il est sans logement, il va élire domicile au Grand Marché et le Grand Marché, là, c'est là où vivent les Chégués. Les Chégués, ce sont ces enfants des rues de Kinshasa. Et pour gagner sa vie, il va vendre de l'eau en sachet avec un associé, d'abord un Chinois qui est d'abord son associé et qui deviendra par la suite un ami. Bien sûr, ce livre est parcouru de nombreuses thématiques et je vais vous en citer quelques-unes. La mondialisation, la corruption politique, les conflits armés, le rôle ambigu des casques bleus. Ce roman est également une critique sociale de la société quinoise. Ce roman parle aussi de ce conflit entre tradition et modernité avec
l'oncle du village et Isokanga. Il parle également de l'écologie et enfin de la puissance des femmes. Alors maintenant, je vais développer quelques thématiques. Donc la première thématique que je vais développer, c'est la situation des Shege, ces enfants des rues de Kinshasa. Alors je vais tout d'abord commencer par partager un petit extrait. Et cet extrait, c'est quand Isokanga arrive à Kinshasa. Isokanga se fraya un chemin dans la foule qui devenait de plus en plus dense au fil de la journée. Ensuite, il acheta un peu d'eau froide contenue dans un sachet en plastique que des jeunes gens vendaient avec force publicité. « Maiyangoyo, au pire, au pire !» Traduction, voici de l'eau, eau pure, eau pure. Alors la première rencontre entre Isokanga et les Shege se passe très mal. Il y a une bagarre qui éclate, les Shege l'attaquent. Et pour mettre fin à cette bagarre, une adolescente va intervenir. Et cette adolescente s'appelle Chacha. Et Chacha, elle a 16 ans. Et c'est celle qui fait figure de chef des Shege. Et je vais vous partager un extrait. Comment t'appelles-tu? Isokanga. Moi, c'est Chacha. La jactance, on m'appelle. Tu n'aurais jamais dû venir ici. Le grand marché, la nuit, c'est le monde Okinawa, le monde arabe. J'ai l'impression que tu viens du village, toi. Tu connais pas la ville ou quoi? Tu sais pas où mettre les pieds? T'es pas vraiment tombé au bon endroit pour chercher la sécurité et piquer un somme, mon pote. On est des Shege, nous. Tozanga mama, Tozanga papa. On n'a rien à perdre. Tu peux comprendre ça? Alors je trouvais aussi que ce roman rendait vraiment hommage aux Shege, ces enfants des rues. Dans ce roman, on voit comment des enfants deviennent des enfants des rues. Et ce roman nous permet aussi de partager leur quotidien, de rentrer dans leur univers. Et à ce sujet, je vais vous partager un extrait. Si les enfants des rues avaient fait du grand marché leur fief, ce n'était pas le fruit du hasard, mais par nécessité. Première chose, il fallait se nourrir, et ce lieu était le grenier de la ville. Ensuite, ils pouvaient gagner là quelques billets en aidant le chaland à porter ses courses dans des cartons qu'il transportait sur la tête. Ils exerçaient d'autres activités, la vente à la sauvette, le gardiennage de véhicules, le chapardage, voire le vol à la tire. Il leur arrivait aussi de travailler pour un service de renseignement et de procéder à la surveillance et à la filature d'individus subversifs. Ils étaient capables de faire des rapports sur des citoyens. La journée, les Shege parcouraient le marché, seuls ou en bande. Ils étaient reconnaissables à leur regard, du genre de ceux à qui on ne la fait pas. La fragilité ne pouvait se concevoir dans le contexte de la rue, si bien que les petits se forgeaient une arrogance à toute épreuve pour tenter d'ériger un rempart autour d'eux, ou bien ils avaient le regard d'une tristesse infinie, parce qu'ils vivaient, comme disent les Quinois, Nakati ya système yalifelo. Traduction, dans le système de l'enfer. On brûle, mais on ne se consume pas. La souffrance est interminable. Alors dans ce roman, il y a aussi une critique des organisations internationales qui viennent intervenir au Congo. Une critique des humanitaires, une critique de l'ONU, une critique des casques bleus qui sont là pour le maintien de la paix, mais on découvre aussi que parfois il y a des casques bleus qui entretiennent des rapports ambigus avec les seigneurs de guerre. Qui sont là aussi, enfin que certains casques bleus sont là aussi
comme tout le monde, hein, pour essayer aussi de s'en mettre plein les poches, quoi, de profiter aussi des matières premières du Congo, en somme. Oui, dans ce roman, bon, ça c'est plus l'aspect, je veux dire, l'aspect monétaire, donc des casques bleus qui essayent de faire fortune au Congo, mais il y a aussi des choses beaucoup plus tragiques. Par exemple, Chacha, qui est âgé d'à peine 16 ans, va avoir une relation avec un casque bleu européen, lui âgé de 40 ans. On voit que Chacha n'aime pas du tout cette situation, mais c'est une situation totalement inégale. Elle n'a rien. Cette relation, ben voilà, ça lui permet de survivre en quelque sorte, mais c'est une relation abusive. Alors une autre thématique que je voulais développer, c'était les problèmes écologiques. Et là, concrètement, dans le village d'Izokanga, un pylône de télécommunication va être installé. Et ça va venir vraiment perturber tout le cycle de la nature. Ça va venir perturber les animaux et ça va provoquer des pénuries. Ça va commencer à provoquer des pénuries alimentaires pour le village. Alors une autre thématique que je voulais développer, c'était les églises, ou plutôt l'abus des certains pasteurs sur les fidèles. Mais ce roman, c'est vraiment une plongée dans le quotidien de Kinshasa, parce que quand on va à Kinshasa, partout on voit ces églises. Alors je vais vous partager cet extrait que je trouvais au départ un peu long, mais il est tellement parlant que je vais vous lire ces 2 petites pages. L'Église de la multiplication divine, légalement reconnue par ses propres statuts, ne désemplissait pas. De par son intitulé et dans un pays frappé de pénuries de toutes sortes, la multiplication de ce qu'on pouvait avoir, 1000 francs congolais, une femme, un moulin à manioc, représentait un enjeu des plus importants, et le révérend Jonas Monkaya était le démiurge qui saurait attirer les bénédictions par des prêches et des invocations fracassantes. Le révérend Monkaya possédait un atout de taille. Il avait jadis côtoyé le milieu du spectacle. Il avait été catcheur sous le surnom du Monk. Qu'il devait à un musicien américain nommé Thelonious Monk, dont il était le portrait craché. On l'appelait aussi révérend Monk parce que, à l'époque où il fréquentait les rings affublés de la mitre et de la crosse cléricale, on l'avait vu bénir d'un signe de croix ses adversaires avant de les trucider. Un beau jour, le monk s'était présenté dans une église connue et avait exhibé ses gris-gris et fétiches devant des fidèles médusés. Il avait confessé publiquement qu'il laissait tomber le catch et la sorcellerie pour se consacrer à Dieu. Il avait aussitôt été incorporé au sein de l'église et bombardé diacre. Après une année passée à étudier le marché et les ficelles du métier, il s'était dit : si je parviens à persuader en un rien de temps des nanas comme celles que je me tape, je dois bien pouvoir vendre du paradis artificiel à des clients moins drillés que mes conquêtes. Après des galas organisés en cachette dans le Katanga, en Zambie et au Zimbabwe, il avait touché une bourse importante. Jonas Monkaya avait alors racheté au fin fond de Ndjili une boîte de nuit désaffectée qu'il avait retapée et ouverte sous la dénomination Église de la multiplication divine. Mais si l'homme avait un sens certain du marketing, il avait surtout du bagout. Il savait comment baratiner Dieu.
Plus d'un parmi les fidèles avait profité de son intercession. Le type savait aussi bien comment attirer l'attention du Seigneur sur lui. Par sa garde-robe d'abord, il portait des costumes les mieux coupés, griffés des grandes marques. Armani, Hugo Boss et Corneliani avaient sa préférence. Pour flasher sous les vivas, il se présentait de temps en temps tout en Yoshi Yamamoto ou dans du baroque griffé Gianni Versace. Voilà, je vous invite vraiment à lire ce roman passionnant parce que c'est un roman, c'est à la fois contemporain, c'est à la fois géopolitique, c'est à la fois une plongée dans l'histoire aussi et une plongée dans cette mondialisation. Et vous verrez que chaque chapitre, enfin le titre de chaque chapitre est traduit en chinois. Et à un moment donné, vous allez aussi retrouver un assistant, un Congolais, qui s'appelle Célio et qui adore les mathématiques. Donc là, c'est un clin d'œil par rapport aux mathématiques congolaises, bien sûr. Voilà, je vous souhaite des lectures passionnantes. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis déjà à dimanche. Et dimanche, je serai avec José. Et avec José, nous allons plonger dans l'œuvre de l'auteur Blaise Ndala. Et je vous laisse en vous lisant un dernier extrait. L'algorithme Congo-INC avait été imaginé au moment de dépecer l'Afrique entre novembre 1884 et février 1885 à Berlin, sous le météage de Léopold II. On l'avait rapidement développé afin de fournir au monde entier le caoutchouc de l'équateur, sans quoi l'ère industrielle n'aurait pas pris son essor comme il le fallait à ce moment-là.